à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la toute nouvelle série Marvel, The Falcon and the Winter Soldier. Alors faut savoir que moi, The Falcon and the Winter Soldier, c'était une série que j'attendais avec impatience. En fait, faut revenir quelques années auparavant, lorsque j'étais fan de Sebastian Stan. Sebastian Stan, donc, qui prête ses traits à Bucky Barnes dans l'univers. À l'époque, j'étais complètement en admiration devant la série Once Upon a Time, dans laquelle il avait un rôle justement, et en tant que fan, j'avais très envie de découvrir le reste de sa filmographie. The Falcon and the Winter Soldier prend place quelques mois après le Snap. Le Snap, ça fait partie des événements d'Avengers Infinity War, durant lesquels Thanos a exterminé la moitié de la population mondiale. Mais évidemment, grâce à nos super-héros, les disparus ont fait leur retour, et désormais on suit l'impact finalement du Snap sur leur quotidien. La série se concentre principalement sur Bucky Barnes, donc le soldat de l'hiver, et Sam Wilson, The Falcon, qui sont deux personnages qui au départ dans l'univers ne s'aimaient pas forcément. Ils ont eu une entrée assez explosive, on va pas se le cacher. Leur première scène où ils sont ensemble, je vais vous la mettre, et tellement hilarante, surtout quand on voit leur rapport maintenant et leur relation qui certes, ils se chamaillent toujours, mais quand on voit leur début, on constate qu'il y a eu un sacré chemin depuis. D'un côté, on a Bucky Barnes qui est fraîchement libéré de l'emprise mentale d'Hydra. Hydra, c'est une organisation maléfique nazie qui à l'époque l'avait kidnappé afin de lui faire un lavage de cerveau et de le transformer en l'un des assassins les plus terribles du monde entier. Donc Bucky est enfin libéré de cette emprise mentale et désormais il est en quête de rédemption. Il essaye, avec l'aide d'un petit carnet dans lequel il a marqué le nom des personnes qu'il a pu blesser, il essaye de se racheter et déjà il a pu être gracié par l'État, ce qui est déjà une sacrée avancée par rapport au statut qu'il pouvait occuper avant, ce statut de fugitif et surtout de criminel. Mais surtout, voilà, il essaie de faire le bien autour de lui et on est face à un Bucky qui cherche surtout à se racheter. De l'autre côté, nous avons Sam Wilson qui a disparu lors du Snap et qui fait face à son retour. En fait, à la fin d'Avengers Endgame, donc une fois que tout le monde était revenu, Captain America a profité d'une machine à voyager dans le temps pour retourner dans le passé afin de vivre une romance avec Peggy Carter, son amour de jeunesse. Sauf que quand il revient dans le présent, c'est un vieillard, il a vieilli, il a vécu une vie entière avec Peggy et désormais il n'a plus les épaules, il n'a plus la carrure, le physique pour porter le bouclier de Captain America. Il va donc décider de le donner à Sam Wilson et le film se termine là-dessus. La série intervient lorsque Sam va décider de donner le bouclier à un musée parce qu'il ne sait pas quoi en faire. En réalité, il y a des thématiques bien plus profondes autour de ça dont on va parler juste après. Mais le gouvernement, lui, a besoin d'une nouvelle bannière étoilée, il a besoin d'un nouveau symbole pour les États-Unis et va décider de donner ce bouclier à John Walker. C'est un militaire, c'est un vétéran qui a reçu énormément de médailles pour son courage. C'est d'ailleurs l'un des soldats les plus récompensés de tous les États-Unis. Et donc c'est à lui qu'on va confier le bouclier. Sauf que John Walker, avec ce bouclier, au-delà de prendre énormément de confiance, va surtout commettre des actions terribles qui vont évidemment forcer Sam et Bucky à tenter de récupérer le bouclier. Moi, John Walker, je vais être honnête, c'est un personnage qui a été extrêmement bien développé et pour ma part, je l'aime bien. J'aime bien John Walker et l'acteur Ian Russell a essuyé énormément de critiques, énormément de haine pour son rôle. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer pour préciser que ça reste avant tout des acteurs et que ça soit Emily Van Camp qui incarne Sharon Carter, Brie Larson qui incarne Captain Marvel ou encore Ian Russell qui incarne John Walker, ce sont des acteurs. Il faut pas oublier qu'ils jouent un rôle, que leur but justement c'est d'être détestables et que si ils sont aussi détestables dans les films, c'est parce qu'ils ont réussi. Alors aucun acteur ne mérite de recevoir des messages de mort sous prétexte qu'il joue un rôle. Ça reste un personnage de fiction auquel il prête ses traits et personne ne devrait avoir à subir autant de haine en raison de ça. Mais donc pour revenir à Sam Wilson, c'est un personnage qui est très mitigé sur ce qu'il vient de faire. Il ne sait pas est-ce que c'était la bonne idée ou non de donner ce bouclier. En fait, la vraie interrogation autour de ça, c'est en raison de sa couleur de peau. Sam Wilson, donc c'est un personnage ethnicisé qui appartient à la communauté afro-américaine et il a très peur de prendre le bouclier parce que selon lui, les États-Unis ne sont pas prêts à accueillir un Captain America noir. Et c'est cette thématique de racisme qui va être abordée tout au long de la série. Certes, ce n'est pas la manière la plus subtile ou la manière la plus fine, mais je suis persuadée que c'est grâce à de grands studios tels que Marvel qu'on va réussir à faire bouger les choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est sa durée. C'est-à-dire qu'on est face à des épisodes d'une 50aine de minutes et il y en a 6 au total. Ce qui permet de développer les personnages dans un temps assez long. Et cette durée de la série, ça équivaut environ à une trilogie complète. Alors forcément, je trouve ça incroyable. Marvel de toute façon a eu une idée de génie en proposant ces séries. Parce que déjà, au-delà évidemment
de rapporter de l'argent, on va pas se cacher, il y a évidemment un intérêt financier derrière, mais c'est aussi pour nous en tant que fans, afin qu'on puisse voir des personnages qui étaient avant secondaires, des personnages qui avaient très peu de temps d'écran. Ici on leur accorde une série entière, évidemment en termes d'évolution c'est absolument exceptionnel, c'est-à-dire que jamais on aurait pu avoir dans une trilogie complète le développement que Bucky et Sam ont dans la série. En parallèle de tout ça, on a aussi le sujet du snap qui revient et je suis très heureuse de voir la manière avec laquelle il est exploité. C'est vrai qu'on en a parlé brièvement dans WandaVision et dans Spider-Man Far From Home, mais là le fait de voir réellement les conséquences du snap sur la vie des personnes, je trouve ça très important parce que beaucoup se sont plaints à l'époque de la sortie d'Avengers Endgame, moi la première, qu'on se concentrait trop sur les super-héros. Et The Falcon and the Winter Soldier, ça nous permet de prendre conscience que les événements d'Avengers Infinity War, ce n'était pas juste l'affaire d'une bande de super-héros combattant Thanos dans l'espace, mais ça a touché la population entière et que tout le monde a été concerné par le snap, que ce soit les vivants ou les disparus. C'est d'ailleurs ce que revendiquent les Flag Smashers, les antagonistes principaux de la série, qui expliquent que pendant le snap, pendant ces 5 années où la moitié de la population mondiale a disparu, les grandes puissances ont eu suffisamment de ressources afin d'aider les minorités et les populations les plus pauvres. Ce qui fait que lorsque les autres sont revenus, toutes ces populations qui ont pu bénéficier pendant un temps des aides de l'État, elles se retrouvent à nouveau démunies et elles sont replongées dans la misère qu'elles connaissaient autrefois. Et c'est très intéressant d'aborder les événements avec cette approche humaniste et de voir que, comme j'ai pu le dire, que finalement les événements d'Avengers Infinity War, ce snap à l'échelle mondiale, que ça n'a pas juste concerné la disparition de Sam, de Bucky, de T'Challa ou bien encore de la dépression de Tony Stark, ça va beaucoup plus loin et c'est un peuple entier, c'est la Terre qui a été touchée. Mais surtout le vrai tour de force de cette série, et je pense qu'on va être nombreux à dire ça, de toute façon c'est ce qui a fait le buzz sur cette série. En fait il faut savoir qu'avec la sortie de WandaVision, de nombreuses personnes se sont désolidarisées des séries Marvel parce que forcément on avait extrêmement d'attentes vis-à-vis de ces séries et beaucoup de personnes ont été déçues par le final de WandaVision. WandaVision ça a essuyé les plâtres et ça nous a surtout permis de comprendre que ces séries Marvel, elles étaient avant tout là pour permettre de développer des personnages et d'introduire des films et qu'il fallait pas s'attendre à avoir des événements aussi bouleversants que ceux d'Avengers Infinity War. Que c'était pas ce qui allait se passer dans The Falcon and the Winter Soldier, dans WandaVision ou dans Loki qui sort très prochainement. C'est pas grâce à ces séries que l'univers Marvel va être entièrement changé. C'est vraiment une manière d'introduire des personnages, d'en développer d'autres et surtout de proposer finalement une introduction à des futurs films du MCU. Typiquement WandaVision c'est une série qui a lancé, ou du moins qui va être le déclencheur des événements de Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc voilà, faut vraiment garder ça en tête. Et ce que Marvel a fait afin de ramener l'attention sur la série, c'est le retour du personnage du Baron Zemo. Alors le Baron Zemo c'est un personnage qui était présent dans Captain America Civil War. C'est un méchant qui justement va prendre le contrôle de Bucky, qui va dérober les codes afin de contrôler le personnage et qui va décider de détruire les Avengers de l'intérieur. Et le Baron Zemo c'est la seule personne sans pouvoir qui a réussi à briser les personnages. C'est-à-dire que en détruisant les Avengers directement de l'intérieur, le Baron Zemo va diviser l'équipe, va la dissoudre et c'est en partie à cause de ça que les événements d'Avengers Infinity War vont se produire. Si les Avengers n'avaient pas été dissous par le Baron Zemo, s'ils étaient restés unis, même dans une période aussi compliquée que celle où ils combattaient Thanos, ils auraient probablement gagné et la moitié de la population mondiale n'aurait pas disparu. Sauf que le Baron Zemo, c'est un personnage qui est tombé dans les oubliettes de l'univers Marvel. C'est un personnage que les gens ont oublié et lorsque son retour a été annoncé dans la série, très peu de personnes étaient excitées à propos de ça. C'était un personnage qui était assez oubliable, qui n'a pas marqué les fans, et personne n'avait envie de revoir le Baron Zemo. Et puis arrivé l'épisode 3, dans lequel le Baron Zemo fait son introduction, et dans lequel Marvel l'a mis en scène dans une chorégraphie assez particulière. Évidemment, je pense que ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle. On va parler maintenant de la Zemo Cut. Alors la Zemo Cut, c'est donc cette fameuse scène de danse du Baron Zemo, donc le comédien Daniel Brühl qui a eu une liberté, on va dire, dans cette scène, et qui a improvisé quelques pas de danse. C'est une scène qui a duré 3 secondes, même pas, dans l'épisode 3 donc de la série, et les fans ont été tellement excités, internet vraiment s'est enflammé sur ces images, que tout le monde a réclamé une version plus longue de cette scène, encore plus lorsque le principal concerné, Daniel Brühl, a expliqué dans une interview que la séquence était en réalité beaucoup plus longue. Forcément, tout le monde a réclamé une version plus longue de cette séquence, et c'est grâce à ça qu'on a eu la Zemo Cut, une version de 30 secondes de la chorégraphie de Daniel Brühl. En parallèle de ça, Marvel a aussi publié une boucle dans laquelle on a pendant 1 heure Daniel Brühl qui reproduit les mêmes mouvements. C'en est tout pour ce que j'avais à dire sur The Falcon and the Winter Soldier.
C'est une série qui nous a tenus en haleine pendant 6 épisodes et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est cette durée. Parce que WandaVision, la plupart des épisodes tournaient autour de 30-40 minutes et ici il y a même des épisodes je crois qui s'approchent d'une heure entière. Et c'est vraiment génial en tant que fan d'avoir un contenu Marvel aussi long. Et vraiment, qui aurait pensé, il y a de ça quelques années, qu'un jour on aurait l'occasion de profiter de Marvel sur le petit écran, de pouvoir se réunir tous les vendredis afin de parler des épisodes. C'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable. L'engouement qui a été créé autour de ces séries, et encore plus avec ce format hebdomadaire qui attire du monde. Et ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est que je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me demandent comment débuter l'univers Marvel, parce que l'engouement autour de WandaVision ça les a intrigués, ou encore parce que là je pense à mes amis récemment avec qui je discutais, qui m'ont expliqué qu'à force de voir des images de l'univers Marvel passer, notamment des vidéos de Bucky Barnes sur qui elles ont totalement flashé, désormais elles ont envie de commencer l'univers Marvel. Et forcément moi je suis la plus heureuse de pouvoir aider, de pouvoir conseiller. Et c'est incroyable de savoir que finalement de plus en plus de personnes rejoignent la communauté grâce à ces séries. Sur ce, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et je vous dis à la prochaine.